Vraie Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. 6 mois après l'incendie qui a détruit sa maison à Bois de Séné en Vendée, Huguette Grelier, 80 ans, vit toujours entre sa voiture, un garage aménagé, prêté et l'hébergement chez des connaissances. Elle est en attente d'un logement social. Dans la région PACA, plus de 100 000 demandes de logements sociaux restent en attente. La production de nouveaux logements y est insuffisante. Seulement 6 077 agréments délivrés en 2024, loin des 9 000 espérés. De nombreuses communes ne respectent pas le quota légal de 25% de logements sociaux. À l'inverse, dans le Grand Chalon, une convention stratégique entre la collectivité et Abélis prévoit la rénovation énergétique de 354 logements et la construction de 34 nouveaux logements sociaux d'ici 2027. C'est un chiffre faible. Eddy Jacquemart, président de la Confédération nationale du logement, vient d'écrire à Valérie Létard, ministre chargée du logement, en qualifiant sa politique de mauvais calcul, néfaste pour les habitants et la cohésion sociale. Il écrit, je cite, « Certes, elle favorise les investisseurs privés, mais sacrifier pour cela le logement social ne résout ni la crise sociale, ni la crise politique et climatique. Faut-il parier sur le logement social pour garantir un toit digne à tous ?» interroge-t-il. Eh bien, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Faut-il plus de logements sociaux et vous dites non à 88%, ce qui pose le débat. Oui, mais faut-il plus de logements sociaux ou de logements traditionnels ? Faut-il récupérer aussi, par exemple, les immeubles vides ? Voilà, c'est une question qu'on vous pose. Ben oui, parce que Eddy nos Jacquemart plantent plantent le décor. Voilà. Parce que Eddy Jacquemart, vous êtes président de la Confédération nationale du logement et c'est vous qui avez écrit à Valérie Létard en qualifiant sa politique, je répète de ce que vient de dire Frédéric, de mauvais calcul, vraiment clairement, quoi. C'est un mauvais calcul et je dois dire en fait que les 88% ne m'étonnent pas parce que ça fait des mois, des années qu'on stigmatise le logement social comme des ghettos où il y aurait beaucoup de problématiques. Le logement social, c'est un vrai progrès social. Moi-même, j'ai eu la chance de pouvoir habiter dans le logement social et ce qui m'a permis de faire des études supérieures et d'être cadre aujourd'hui notamment dans des associations. Et je dois dire que c'est une vraie chance pour le pays, le logement social. D'ailleurs, l'Europe a incité les pays membres à faire du logement social. La présidente de la Commission européenne a nommé un conseiller spécial sur la rénovation énergétique et sur le logement. Donc il y a une vraie préoccupation européenne et nous, en France, on fait le contraire. C'est-à-dire qu'on n'aide pas le logement social. Vous savez que depuis 2018, l'État a ponctionné dans les caisses, dans les ressources des bailleurs sociaux, plus de 11 milliards d'euros dans les caisses des bailleurs sociaux. Avec 11 milliards d'euros, on aurait pu rénover, entretenir, construire. Et ça s'appelle la réduction de loyer de solidarité qui n'a rien d'une réduction de loyer et qui n'a rien de solidaire. Au contraire, ça a été une façon pour le gouvernement de l'époque, impulsé par M. Macron évidemment, de ponctionner de faire payer en fait aux bailleurs sociaux une partie des APL. Ce que vous rappelez d'ailleurs dans la lettre que vous avez, je le rappelle, écrit à Valérie, que vous avez écrite la lettre, à Valérie Létard, la ministre chargée du logement. Alors maigre consolation, dans notre petite consultation, c'est baissé à 80%. Mais au-delà de ça, Michael Sherman, vous qui êtes élu à Charenton-le-Pont, où il y a justement des logements sociaux, il faut rappeler déjà qu'il y a des obligations pour chaque commune d'avoir un certain nombre de logements sociaux et que la tendance, ce qui est peut-être le plus important et ce qui répondra à la question de nos auditeurs, c'est que ces logements sociaux sont de plus en plus humanisés parce que la tendance n'était pas cela dans les années 70. C'était pas la tendance dans les années 70. Après, je pense qu'il faut aussi appeler la responsabilité des citoyens. Moi, je prends mon cas personnel. J'ai eu un accident de 2 roues grave il y a 15 ans. J'étais handicapé. J'ai pu bénéficier en priorité d'un logement social. Et parce que mon éducation à la maison, on m'a dit que je devais pas dépendre d'allocations, etc., j'ai quitté ce logement quand je me suis réhabilité. J'étais pas obligé. J'aurais pu rester à vie dans ce logement social. Donc il faut aussi on a un problème aussi, c'est qu'il n'y a pas de turnover. C'est-à-dire que des familles qui rentrent dans des plus de 2 pièces, 3 pièces, etc., bien souvent, ils ne le quittent jamais. Et c'est ça le problème, c'est que nous, on est ultra sollicités par des demandes. Monsieur parlait de 3 millions de logements, de demandeurs de logements sociaux, mais il y en a 900 000, je crois, qui sont en attente, qui sont déjà dans le parc social. Donc il y a 3 millions de demandeurs, mais
900 000 qui sont déjà dans le parc social et qui demandent, et le droit leur permet, une mobilité. Mais je pense qu'il faut aussi appeler à la responsabilité des citoyens de notre pays qu'un logement social ne devrait pas être à vie. Il faudrait oui, aussi c'est forcément provisoire. Ce qui est un peu un crève-cœur, parce que se trouver un chez-soi, on s'y attache. C'est aussi. ça. Ouais. Mais le droit aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'expulsion. Comment on fait pour se loger dans le privé, monsieur? Comment on fait pour se loger dans le privé à des prix abyssaux? Non, mais ça, c'est un autre parce débat. qu'aujourd'hui, Moi, les loyers. Non, mais ça va aussi dans le sens. Non, mais vous plantez le décor, Mickaël, et c'est bien vu. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a des personnes qui pourraient, parce qu'ils ont des ressources financières, parce qu'ils ont évolué dans la vie, parce que le logement social était un droit, mais était aussi une chance dans leur vie. Moi, quand juste logement social et que ça m'a aidé, parce que j'étais une période de ma vie où je pouvais pas travailler, où j'étais handicapé, etc., ça m'a permis d'avoir de souffler, de pouvoir faire ma rééducation. Et une fois que j'étais prêt et que j'ai pu sortir la tête de l'eau, j'ai pris la disposition personnelle. Personne m'y a forcé. Mais parce que il faut aussi avoir une responsabilité citoyen, où c'est vrai qu'on a quelque part un droit, mais on a aussi un devoir personnel de se dire. Déjà sur le fonctionnement c'est une chance pour le pays. Et il y a beaucoup de familles, je peux vous assurer, qui ont les moyens financiers d'aller dans le privé, qui ne le font pas et qui restent dans le social. René Chiche, c'est vraiment une histoire de droit et de devoir. Attendez, excusez-moi. 2 secondes, on revient vers vous. Eddy, on revient vers vous. Attendez. René Chiche, on parle donc de droit et de devoir. Non, mais c'est vrai qu'il y a une réalité qu'on a besoin de logements sociaux, parce que d'abord, on assiste à une paupérisation de la société française, où effectivement, beaucoup de gens n'ont pas les moyens d'avoir accès au parc privé, ce qui est vrai. Moi-même, quand j'étais jeune, Mickaël, j'ai aussi vécu dans un logement social. Alors, il a raison quand il dit qu'il y a des gens qui outrepassent leur droit à rester. De toute façon, il faut être éligible, pour rester dans le logement social. Il y a par exemple des gens qui effectivement étaient mariés, qui avaient 2 enfants. Moi, je connais quelqu'un qui a un 100 mètres carrés en banlieue parisienne, qui est tout seul, qui pour l'instant n'a pas fait l'objet d'un contrôle, parce qu'il y a quand même des contrôles maintenant. Ok, non, mais ça c'est dit, on est d'accord, on l'a rappelé. Voilà. Maintenant, l'accès au parc privé, c'est une vraie problématique. Aujourd'hui, quelqu'un qui gagne 1 500 euros par mois, il a 700 euros de loyer, c'est la moitié qui y passe. Exactement. À mon avis, c'est quand même là l'essentiel. D'ailleurs, c'est ce que commençait à dire Monsieur Jacquemart. Effectivement, comme les gens n'ont pas vraiment accès pour l'instant au parc privé parce que les loyers sont excessifs, faut le reconnaître. Mais effectivement, je pense qu'il faut des logements sociaux pour pouvoir permettre aux gens. Et d'ailleurs, les logements sociaux, vous avez raison. Je ne sais pas si c'est Judith ou vous qui le disiez, ce n'est plus du tout les logements sociaux d'avant. Par moi, j'habite dans un quartier. Mais c'était moi. Ouais. Voilà, j'habite dans un quartier un peu huppé. J'habite dans un quartier un peu changé de voix entre-temps. Franchement, il y a eu des logements sociaux qui ont été construits et au départ, la population de ce quartier huppé a eu un peu peur. Bien, figurez-vous qu'on a des logements sociaux qui sont formidables, même esthétiquement. La population est mixte, mais sans tomber dans des outrances, vous voyez, ou des caricatures qu'on peut avoir parfois dans les banlieues, ce qui est peut-être possible. La ghettoisation, voilà. Là il y a une harmonisation. Mais en plus, il paraîtrait qu'on a besoin de 100 000 nouveaux logements sociaux pendant au moins 10-15 ans. Eddy Jacquemart, vous aviez envie de répondre à ce que vous entendiez. Allez-y, c'est votre tour. Merci. Évidemment, je ne partage pas du tout le fait de mettre la responsabilité sur les gens qui souhaitent restaurer alors qu'ils ont les moyens dans le parc social. Je veux dire simplement que aujourd'hui, ce que vous dites n'est pas du tout fondé, puisque au contraire, donc le parc social, il est paupérisé. Que les plafonds ont été abaissés, les plafonds d'accès ont été abaissés de 10% en 2009 et qu'ils n'ont jamais été relevés. Donc je parle de Madame Boutin. Et je veux dire une chose, c'est que aujourd'hui, si j'écoute ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire qu'on va faire des ghettos de pauvres. Au contraire, c'est tout le contraire ce qu'il faut faire. Il faut faire de la mixité sociale. C'est fou. Il y a aussi en fait, ce que Mickaël Sherman dit, c'est qu'il faut réserver l'avantage à celui qui est dans une situation difficile, puisque celui qui n'en a plus besoin, il va. Attendez, il va vous répondre, Mickaël Sherman, justement. Allez-y. Évidemment, mais c'est bien le problème. C'est bien sur quoi je ne suis pas d'accord du tout. Puisqu'en fait, si vous faites ça, vous allez faire des ghettos. On vous entend. Alors, déjà, premièrement, pour vous répondre, aujourd'hui, l'attribution d'un logement social, c'est tripartite. Vous avez la préfecture, le préfet, le contingent mairie, où on a des appartements qui nous appartiennent, et vous avez le bailleur social. Et après, une discussion, un dialogue sur des cas d'urgence, notamment avec certains logements qui sont inhabités, pour garder un contingent de côté, pour des urgences sociales, notamment des femmes battues ou des choses comme ça, des dispositifs. Actuellement, il n'y a pas de ghettoisation, puisque vous avez notamment le rôle de l'État aujourd'hui, qui a une mixité sociale, et en plus, la situation actuelle, avec notamment le droit au logement
logements opposables avec les DALO, où vous avez énormément de DALO, et c'est des personnes qui des fois subissent l'extrême précarité et qui sont mis dans des quartiers, notamment à Charenton, qui est plutôt une ville très agréable à vivre. Désolé de faire la publicité sur votre station de radio. Faites-vous plaisir. Et donc, on n'a pas le choix. C'est le préfet qui nous impose des familles qui viennent parfois du fin fond de l'Île-de-France pour venir habiter à Charenton. Et donc, vous avez cette mixité sociale qui existe, et on peut pas dire qu'elle est en danger aujourd'hui, parce que plus les mois avancent, plus on a des populations extrêmement précaires qui sont mélangées à des CSP+, et dans des immeubles nouveaux, parce qu'à chaque nouveau immeuble et promotion immobilière, pour respecter ce quota que vous disiez des 25%, dans les nouveaux immeubles, il y a 25% qui sont accordés. Vous imaginez, des immeubles des fois haut de gamme, de luxe, où on met à disposition 25% des fois de cet immeuble pour du social. Bon, Eddy Jacquemart, revenons sur notre question, plus ou moins de logements sociaux. Est-ce qu'on ne peut pas aussi prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire libérer certains logements qui ne sont plus loués, qui sont en fait en mort, finalement en mort cérébrale, et qui pourraient être loués par des gens? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas aussi relancer l'accès à la location, parce que les loyers sont beaucoup trop chers? Oui, bien sûr. Le problème, c'est l'accès dans le parc privé pour une partie de la population. Nous, aujourd'hui, on se rend compte que pour accéder dans le parc privé, il faut avoir minimum 3 fois le montant du loyer en revenu. Il faut avoir éventuellement une garantie, un garant, quelqu'un qui va se porter garant pour vous. Et en plus de ça, maintenant, beaucoup de propriétaires privés, ils demandent aux parents, par exemple, d'être mis au bail directement et d'être donc colocataires de leur enfant, par exemple, quand ils commencent dans la vie. Donc oui, c'est compliqué. Et moi, je dis quand même simplement que ce qu'il faudrait aussi, c'est que la loi SRU, c'est-à-dire la loi qui impose un quota de construction de logements sociaux dans chaque ville de 3500 habitants, soit respectée par tout le monde. Il y a des départements, je vais prendre le 92 par exemple, où vous avez des endroits où il y a 80% de logements sociaux dans certaines villes, et d'autres villes qui offrent 3% et qui refusent délibérément de construire du logement social, et qui préfèrent payer les amendes à l'État pour s'exonérer de cet enjeu. Eh bien, moi, je dis simplement, c'est bientôt les municipales, moi, je dis les maires qui ne respectent pas la loi SRU ne devraient plus avoir le droit de se représenter aux prochaines élections. Ce n'est pas normal que dans une République, on ne respecte pas les lois de la République, et la loi SRU, c'est une loi de la République. On va d'ailleurs fêter les 25 ans cette année de la loi SRU le 13 décembre, et on fera quelque chose en tout cas là-dessus, nous, la CNL. Voilà, donc ça c'est aussi un point important. Vous nous tiendrez au courant d'ailleurs, et Eddy Jacquemart, parce que c'est vrai que il y a une préoccupation dans ce qu'il vient de dire, c'est aussi pour notre jeunesse. Je l'ai fait en clin d'œil tout à l'heure, c'est-à-dire que ne serait-ce que l'accès à la propriété. Alors là, on parle de logement, mais aujourd'hui, un jeune qui veut accéder à la propriété, un jeune pour avoir ne serait-ce qu'un petit studio, c'est la croix et la bannière. Est-ce que vous avez des idées, René Chiche, vous qui êtes un créatif? Des idées pourquoi? Pour avoir accès dans les fruits et primeurs, peut-être, non? Déjà, pas à la propriété, mais à l'accès au logement. Bon, déjà, il y a quand même, par exemple, prenons l'exemple de Paris, il y a quand même, comme on le disait, il y a quand même plein d'immeubles qui sont vides. On appartiennent à des banques, à des assureurs, etc. Pourquoi ne pas utiliser tous ces bâtiments qui sont vides? C'est vrai que je passe très souvent dans plein de rues de Paris où c'est tout le temps vide. Pourquoi ne pas utiliser ces bâtiments pour loger soit des étudiants, soit des familles un peu dans le besoin, etc. Et par contre, je suis d'accord avec Mickaël, c'est que je vous parlais tout à l'heure de l'exemple de mon arrondissement qui est un peu huppé, où il y a des logements sociaux. Effectivement. Oui, vous habitez dans le beau monde. Non, mais effectivement, il y a une réelle mixité, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas parce qu'on met des logements sociaux dans un quartier huppé qu'on va mettre que des CSP+, Mais parce que c'est l'État, c'est l'État qui place. Mais maintenant, les suggestions, est-ce qu'on ne peut pas en plus baisser les loyers comme ça automatiquement? J'ai pas l'impression. Pourquoi? Alors il y a un autre souci dans tout ça, si je peux me permettre, c'est qu'il y a quand même plus de 2 millions de logements qui restent vacants ou détournés pour de la location touristique, à Airbnb, etc. Bien On va en parler quand même. Ça aussi, Judith. Eh oui. C'est-à-dire que les gens, ils préfèrent faire de l'argent plutôt que de louer leur appartement. Alors, moi, je suis pas là pour mettre une cible dans le dos des entrepreneurs qui veulent entrepreneurs quand on a un appart et qu'on loue, c'est non, mais je veux dire, imaginez, regardez, vous travaillez, j'ai un travail, je veux évoluer socialement, je fais partie de la classe moyenne. J'ai envie d'évoluer socialement. Je fais un projet d'investissement où j'ai envie de mettre mon bien en location.
quelque part, je veux dire, entre s'enrichir, je voudrais pas qu'on mette une cible sur ceux qui veulent réussir et se démerder, pour parler vulgairement. Non, mais là, on parle de plus de 2 millions de logements vacants quand même. Je comprends, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que souvent dans ce discours-là, on peut arriver quelque part à mettre en France le dos sur ceux qui entreprennent et qui veulent trouver des solutions de développer touristiquement, et même le secteur du tourisme, c'est un secteur aujourd'hui, on peut pas leur mettre une cible dans le dos. Et puis, s'il y a ces logements-là, c'est parce qu'il y a une demande aussi derrière. Après les Jeux Olympiques, nous avons réussi à montrer une image de la France où elle était quelque part sécurisée durant les Jeux Olympiques. Mais au-delà du Airbnb, moi je trouve que le plus important, c'est vraiment tous ces immeubles vides qui appartiennent à ces grands groupes. Alors, là, la solution, pourquoi pas l'État pourrait peut-être pas les racheter et on se proposer, je sais pas, des loyers un peu plus. Demandons son point de vue au président de la Confédération nationale du logement, Eddy Jacquemart, qui est avec nous. On vient de parler des Airbnb. Je vous ai vu, vous réagissiez. Allez-y. Oui, alors moi, le Airbnb, c'est clair que c'est un vrai poison pour les locations de longue durée. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir le courage politique de faire notamment comme à Berlin. À Berlin, la ville de Berlin a interdit la location entière d'un logement. Elle revient sur la possibilité de louer une seule pièce de son logement. Non, mais au-delà du, excusez-moi, monsieur Jacquemart, au-delà du Airbnb, parce que moi je suis d'accord un peu avec Mickaël, et je trouve qu'on a un appartement, on fait ce qu'on veut. Si on veut louer un Airbnb, on le loue. C'est un projet personnel. Parlez-moi des immeubles qui sont vides, des assureurs, des banques, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous en feriez-vous? Les immeubles qui sont vides, d'abord, déjà, dans un premier temps, il y a la possibilité ça existe, la loi de réquisition, oui, donc elle n'est pas du tout appliquée en France. Donc ça aussi, c'est l'État qui devrait se saisir de ça et d'obliger en tout cas à réquisitionner les logements vides. Et Paris notamment, Paris est en train de réfléchir, et je le dis, ça va peut-être pas faire plaisir, mais à interdire les résidences secondaires. À Paris, il y a plein de résidences secondaires, ils sont occupés 15 jours, 3 semaines maximum par an, et ça enlève aussi du logement pour les gens. Et je crois qu'il y a même une ville du Pays Basque qui a interdit les locations, les résidences secondaires. Ça va être compliqué à Paris, c'est un petit peu excessif, mais c'est une idée comme une autre. En tout cas, on vous remercie d'avoir partagé avec nous, Eddy Jacquemart. Je rappelle que vous êtes président de la Confédération nationale du logement. Et puis merci à nos vraies voix du jour. Dites donc pour sa première, le petit Mickaël. Là. Eh bien, le petit, je sais pas, petit grand. Petit Michael, là. Ouais. On était donc avec vous, René Chiche, rédacteur en chef du groupe Entreprendre et spécialiste de fruits et primeurs. Voilà. C'est ça, voilà. J'étais ému de vous retrouver. Voilà. Et vous, Michaël Sherman, président de l'association Engagement France Solidarité, conseil municipal à Charenton-le-Pont. Merci, bravo pour votre première.